Voilà, ça fait plus de mots à dire. Donc au cœur de ce cycle, on nous a présenté divers aspects de l'écologie urbaine où le végétal avait vraiment toute son importance. Que cela soit avec Thierry Pacaud dans la première séance, la seconde séance avec Xavier Lagurgue qui est venu nous présenter la végétalisation verticale du bâti, et les deux séances sur les services écosystémiques de la biodiversité, avec tout d'abord une introduction par Sébastien Barrault et une présentation la semaine dernière par Flavie Méran, où, entre autres, dans sa conférence, elle a pointé la contradiction entre l'augmentation du nombre d'habitants et le besoin accru en terres cultivées pour nourrir tout le monde. Alors ça se rapproche un peu de notre sujet d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous avons pour titre « Répondre aux besoins de logement et protéger les bonnes terres agricoles ». Pour cela, nous avons fait appel à deux personnes, que sont M. David Montagne et M. Jean-Paul Mordefroy. Nous avions prévu, dans le petit flyer, vous avez marqué que c'était deux paysans du plateau de Saclay. Il se trouve qu'ils ont eu un imprévu et qu'ils n'ont pas pu venir, mais M. Mordefroy, merci beaucoup de les remplacer. Je vais donc vous présenter nos deux intervenants. Donc, M. Montagne, vous êtes ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées et en maîtrise des risques environnementaux en 2002. En 2006, vous avez votre doctorat de sciences des sols à l'INRA et depuis 2007, donc, vous enseignez à AgroParisTech. Quant à vous, Monsieur Mordefroy, donc vous êtes ingénieur agronome de formation et vous avez monté un cabinet de conseil en management et de formation et vous avez une expérience en évaluation des politiques publiques environnementales. Alors, bien qu'à la retraite, mais vous êtes très actif puisque vous êtes quand même adjoint au maire de Verrières-le-Buisson, qui est une ville en lisière du plateau de Saclay, avec comme délégation, celle qui nous intéresse en fait, le développement durable, l'environnement et les transports publics. Vous êtes également administrateur de l'association Terre et Cité, et c'est comme ça que vous êtes venu vers nous, association qui rassemble des agriculteurs, des collectivités, des associations, des entreprises, des instituts de recherche et des agriculteurs, des enseignants, des particuliers, donc c'est assez vaste et c'est assez partenarial comme on dit, pour valoriser l'agriculture sur le territoire de Saclay, avec pour but de contribuer à l'émergence d'un nouveau mode de relation entre ville et agriculture, durable et partagé. Donc bon courage, et en tout cas, je passe la parole à M. Montagne, qui est notre premier intervenant. Alors, je fais l'introduction. Merci beaucoup. Eh bien, alors, je vais commencer comme ça, parce qu'on se voit mieux. D'abord, merci de nous accueillir. Effectivement, je ne prétends pas remplacer deux agriculteurs, mais je peux au moins parler un peu en leur nom par expérience. Ayant été d'ailleurs moi-même un peu agriculteur quand j'étais jeune. Et c'est très agréable de revenir dans le 14e. Mes enfants ont habité rue Daguerre et c'est toujours un plaisir d'arpenter la rue Daguerre, même si c'est plein de tentations et de sollicitations de gourmands. Alors on va donc rentrer dans le vif du sujet. En préparant il y a quelques jours ce document, j'ai réalisé eh bien que, puisqu'on parle de nos études respectives, j'étais rentré à l'agro il y a presque 50 ans, et ça ne date pas d'hier, et ça m'a donné envie de vous donner un petit rétrospectif très rapide. À l'époque, en 1969-70, le grand truc c'était on va faire des beefsteaks de pétrole. Je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, c'est assez extraordinaire. Bon, aujourd'hui, on cultive des végétaux pour faire du biocarburant. Que sur la question des sols, c'est pas forcément une très bonne idée, mais c'est quand même un renversement de tendance intéressant. À l'époque, on avait un aménagement du territoire dévoreur de terre. Aujourd'hui, on s'est un peu calmé, pas assez sans doute, et on parle beaucoup de construire la ville sur la ville, ce qui n'est pas simple. À l'époque, le sol était essentiellement vu, c'était le développement d'agriculture intensive, le sol était vu comme un support de plantes et d'engrais et de pesticides. Et je me souviens très bien avoir vu mon oncle à un moment qui faisait maïs sur maïs dans une vallée d'Adordeuil, ne pas réussir à planter sa charrue tellement son sol était bétonné. Il a réintroduit des têtes de rotation pour pouvoir récupérer la structure de son sol. Aujourd'hui, on est vraiment bien convaincu de l'importance de l'humus, non seulement pour la valeur agricole des sols, mais même pour le piégeage de gaz carbonique en excès dans l'atmosphère. C'était l'époque de la révolution verte dans le tiers-monde, on a vu ses avantages et ses inconvénients.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la Chine qui achète des terres en Afrique pour penser à subvenir aux besoins de sa population. Donc la question des sols est effectivement une question majeure aujourd'hui. En réfléchissant un instant sur le sujet, répondre aux besoins de logement et protéger les bonnes terres agricoles, il me vient quelques réflexions. Donc sur le besoin du logement, on sait qu'on a un retard constant en France. On a la loi SRU et la loi Elan qui maintenant nous imposent, nous communes, 25% de logements sociaux. Derrière le buisson avait fait un effort pour arriver à 20, et puis paf, il faut passer à 25. C'est pas très simple, et si j'ai un peu de temps, je vous l'expliquerai, puisqu'on pourra parler du PLU comme moyen de protection. Évidemment, ce besoin de logement dépend des endroits. C'est pas pareil en Lorraine ou dans le Cantal d'une part, ou en région parisienne ou dans les métropoles d'autre part. Et ce qui se passe avec les Gilets jaunes a permis la remise en valeur de l'approche géographique des problèmes et la fameuse diagonale du vide de notre pays. Et puis la question, quand on veut faire du logement, c'est où trouver des terrains. La ville sur la ville, c'est bien gentil, mais finalement, comme va nous le confirmer aussi David Montagne, pour un aménageur, il regarde la carte, il voit un endroit où il n'y a pas de vert, pas de rouge, pas de bleu, pas de noir, et dit « Ah ben là c'est vide, il n'y a rien, on peut construire ». Bon, il y a des paysans, il y a des renards, il y a des hirondelles, il y a des puits, il y a des rigoles, mais ça, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Donc comment protéger les bonnes terres agricoles? Alors, on va définir chacun à sa façon qu'est-ce que c'est qu'une bonne terre agricole. Il n'y a peut-être pas tant que ça de définition, ou plutôt il y en a plusieurs. On parlera évidemment des autres fonctionnalités des terres agricoles et nous essaierons de voir quels sont les dispositifs et les méthodes de protection. Et je vous laisse la parole, mon cher confrère. Merci beaucoup pour cette introduction et puis évidemment je vous remercie également de m'avoir invité et de m'accueillir chez vous. Vous êtes levé si tôt ce matin pour que je vienne vous parler de l'utilisation. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est, donc vous avez eu des interventions les semaines passées sur le concept de service écosystémique. Et avec l'étudiant dont vous avez ici le nom, on s'est plutôt posé la question de savoir s'il était possible d'opérationnaliser ce concept, de l'utiliser pour en fabriquer, pour obtenir un outil de gestion territoriale des sols. Alors, cette idée, elle a émergé à la suite de trois constats que je vais ici rapidement indiquer. Le premier, c'est que, évidemment, les sols sont aujourd'hui, en France et à l'échelle de la planète, menacés, entre autres, par l'artificialisation. Donc là, je vous ai simplement rappelé les derniers résultats qui sont sortis d'une étude de l'INRA de 2017, qui montre qu'en moyenne, on a environ 60 000 hectares de terres qui sont artificialisés chaque année, et donc 45 000 sont complètement imperméabilisés. Alors la différence entre les surfaces imperméabilisées et les surfaces artificialisées, ça peut être par exemple un espace vert. Un espace vert est un espace artificialisé, mais non imperméabilisé. Face à cette consommation de terre, il y a eu depuis plusieurs dizaines d'années toute une législation qui s'est mise en place. Mais cette législation, elle porte essentiellement, elle a pour objectif de limiter la consommation des terres, mais ne s'inquiète jamais de la qualité des terres que l'on va ou pas protéger ou au contraire urbaniser. Donc ça, c'était le premier constat, une qualité des terres qui n'est jamais prise en compte. Deuxième constat, qu'est-ce que la qualité des terres? Comment est-ce que je peux la définir? Alors, ce qui va être important pour moi, et le point sur lequel je voulais insister, c'est de dire qu'un sol est un objet multifonctionnel. Et donc que la qualité, elle doit, quand on envisage la qualité des sols, on doit mettre cette notion au pluriel. Donc, des qualités multiples des sols. Mais avoir des qualités multiples n'indique en rien qu'elles sont toutes jugées sur un même pied d'égalité. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et notamment si on s'intéresse à, disons, l'aménageur, mais qui peut être le constructeur, mais également beaucoup des élus, et puis des simples citoyens, on pourra y revenir dans la phase de questions. Eh bien voilà comment est-ce qu'on peut hiérarchiser les différentes qualités des sols. Alors, la première fonction, celle qui est le plus reconnue et
placé tout en haut dans la liste, hein, c'est la question de support aux infrastructures. Un support aux infrastructures, qu'il s'agisse d'activités économiques, résidentielles, de transport, tout ce que vous voulez. Le fait de placer cette fonction comme fonction principale, hein, va générer une vision binaire des sols. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les sols urbanisés, qui vont être source de revenus pour la société. Alors, à différentes échelles, hein, parce qu'on a des activités économiques, mais pour un maire, parce que vous avez des impôts qui vont s'appliquer sur ces surfaces urbanisées. Et puis, donc, on va avoir une deuxième catégorie de sols, c'est ceux qui ne le sont pas encore. Et ceux qu'on va pouvoir urbaniser à un moment donné ou à un autre pour pouvoir assurer le développement de mon territoire. Si je devais donner qu'un seul exemple qu'on connaît tous, plus ou moins, vous avez une école qui risque de fermer, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va urbaniser des nouveaux espaces, construire des nouvelles maisons pour augmenter les populations. Voilà ce que c'est qu'une réserve de sol à urbaniser. Il y a quand même un certain nombre d'autres fonctions que j'ai qualifiées ici de secondaires, hein, qui sont reconnues par tout le monde et qui sont des fonctions dites de production. Production agricole et forestière, mais aussi des productions de matériaux de construction, hein, de l'argile, tout ce que vous voulez. La spécificité de ces fonctions, qui sont reconnues, c'est qu'elles vont générer des biens économiques, hein, du blé, des matériaux, hein, quelque chose de tangible qu'on peut quantifier assez facilement. Et puis, après, on va trouver tout un tas de fonctions complètement oubliées. Donc ce que vous voyez sur mon schéma, c'est que le blanc, hein, c'est majoritaire, et c'est pourtant ce qui est oublié. Alors dans ces fonctions oubliées, on va trouver également des fonctions dites de production, donc par exemple de l'eau potable. Hein, pour avoir de l'eau potable, il faut que vous ayez de l'eau de pluie qui traverse un sol, qui soit épurée, et c'est ce qui va nous générer de l'eau potable que nous on va pomper et consommer directement. Mais ça pourrait être aussi des ressources pharmaceutiques ou génétiques. On a tout un ensemble de fonctions qui sont dites de régulation, hein, au sens où on n'a pas ces fonctions ne vont pas générer un produit, mais vont modifier notre environnement. Hein. Donc j'insiste pas trop là-dessus parce que je pense que vous avez déjà vu ça les semaines d'avant. Et puis finalement, hein, tout un ensemble de fonctions dites culturelles. Alors, en gros, ce que je voulais dire, des qualités des sols, des qualités hiérarchisées, et dans notre habitude quotidienne, on en prend en compte une toute petite partie, et puis on en néglige une large part. Cette large part qu'on néglige, on les néglige pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, qui sont le fait que d'une part, on a très peu de connaissances scientifiques dessus, et que même quand on essaye d'avoir des connaissances scientifiques, et bien très rapidement, on va se heurter à des problèmes méthodologiques, hein, qui font que certaines de ces fonctions sont très difficiles à quantifier. Troisième et dernier point, des qualités des sols, mais aussi des sols multiples. Ici, je vous avais mis simplement trois photographies de sol, hein, qui ont des propriétés très distinctes. Alors là, je vous en ai mis juste que quelques-unes. Hein. La première propriété que j'ai mis en haut, là, vous voyez les chiffres, c'est l'intensité de la pente. Donc on a des sols qui sont en zone très plate, et puis des sols qui sont, comme par exemple celui du milieu, là, hein, qui sont dans des situations de pente très forte, supérieures à 30%. Vous avez des sols épais, vous avez des sols peu épais, des sols qui sont argileux, d'autres qui sont sableux, des derniers qui sont limoneux, et puis qui vont contenir plus ou moins d'éléments grossiers. Bref, une très grande diversité de sols qui se caractérisent par des propriétés. Et à chaque variation des propriétés, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, une variabilité des niveaux de fourniture de nos différentes fonctions. C'est ce que je vous ai illustré ici. En gros, chaque sol ne va pas fournir le même niveau de fonction de production, le même niveau de fonction de régulation, et ainsi de suite. Donc, à partir de ces trois constats, nous sommes finalement posés deux questions essentielles. Enfin, on a posé deux hypothèses. La première était de se dire, si je suis capable de quantifier la multifonctionnalité des sols, à partir des connaissances déjà disponibles, eh bien, je vais pouvoir créer un outil qui va me permettre de dire, ce sol-là rend plus de fonctions, celui-ci en rend moins. Première hypothèse. Deuxième hypothèse qu'on a faite, c'est on s'est dit, si je dois urbaniser, détruire un sol, perdre des fonctions, raisonner dans l'espace, enfin localiser dans l'espace l'urbanisation, la destruction de mon sol, c'est un levier pour minimiser ou sélectionner mes pertes de fonctions.
Et donc là, je vais avoir un levier d'action qui va me permettre de choisir finalement les fonctions que je sacrifie ou celles que je conserve. Donc ces deux hypothèses, hein, elles avaient deux objectifs essentiels. Hein. Travailler à partir des sols. Alors, les sols, ils sont très rarement formés directement dans ces matériaux géologiques, hein, mais ils se forment plus souvent dans ce qu'on nous on appelle des formations superficielles. Et on en a trois types sur le territoire. Hein. En position plate, c'est des formations dites de limons des plateaux, qui sont des sédiments prélevés au niveau de la Manche à l'époque de la dernière glaciation marine et qui ont été apportés par les vents et déposés. Dans les positions de versant, on va trouver des formations dites de colluvion. Alors ça, si vous prenez tout ce qui est en haut dans le relief, vous le mélangez et puis vous faites descendre la pente. Et puis dans les fonds de vallée, on va trouver des matériaux transportés par les rivières. Donc ça, c'est pour la géologie. Et évidemment, hein, dans cette géologie, on va trouver des sols différents. Hein, donc je vous les présente très rapidement. Donc en position de plateau, hein, on va trouver des sols très épais qui sont formés hein, typiquement dans ces limons des plateaux. Et puis au fur et à mesure où on va se rapprocher du bord de plateau, on va avoir l'épaisseur de la partie limoneuse qui diminue et on va petit à petit commencer à rentrer dans les argiles ameliques. Alors le passage là dans le deuxième sol, là, le passage entre les limons et les argiles amelières, c'est ce que je vous ai symbolisé par le petit trait noir. Troisième sol qu'on va trouver, hein, toujours en descendant le relief, bah là c'est carrément hein, le sol qui lui est fabriqué à partir des argiles amelières. Dans les colluvions, on va avoir donc du coup des sols qui sont formés dans des matériaux redistribués qui redeviennent plus épais parce qu'on accumule des matériaux. Et puis enfin, hein, dans les alluvions, on va trouver là de nouveau hein, des sols très épais, très fins, et qui vont avoir une caractéristique particulière, hein, c'est qu'ils vont souvent être gorgés d'eau, puisque évidemment, hein, vous êtes dans la vallée, et c'est là où va s'accumuler avec tous les matériaux. Donc ça, rapidement, hein, bah, pour vous montrer un peu ce que je vous ai dit, vous voyez, sur un territoire comme le plateau de Saclay, 4000 hectares, hein, ni plus ni moins, on a déjà à peu près 5 grands types de sols hein, qui sont très distincts. Sur ces types de sols, on a quantifié 3 services qui ont tous un lien avec le cycle de l'eau. Alors, on a choisi ces services ou ces fonctions hein, parce que c'est celles qui sont le plus étudiées et quasiment les seules pour lesquelles on disposait des outils de quantification aujourd'hui disponibles. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Première fonction qu'on a quantifiée, hein, c'est la fonction dite de contrôle du ruissellement et des inondations. Le sol va jouer un rôle d'éponge, stocker de l'eau temporairement, ce qui va éviter d'avoir accumulation d'eau très rapide dans les zones basses avec un risque d'inondation. Donc c'est ça qu'on va quantifier. Et on va quantifier ça à partir d'une grandeur hein, qui s'appelle la sensibilité du sol au ruissellement. Votre eau, si elle ne ruisselle pas à la surface du sol, c'est-à-dire si elle ne s'écoule pas latéralement à la surface du sol, elle va pénétrer à l'intérieur de mon sol. Et mon sol va la stocker de manière temporaire et pouvoir la rendre disponible aux plantes. Donc on a cherché à quantifier cette capacité du sol à retenir de l'eau et à le rendre disponible pour la plante à partir là encore d'une grandeur hein, qui est le réservoir utile maximum. Donc ça, c'est une grandeur qui va être très importante pour établir les niveaux de rendement. Donc, non seulement on peut avoir cette grandeur, elle va nous permettre de mesurer en fait 2 fonctions. Hein. Une fonction d'approvisionnement en eau des plantes qu'on peut très rapidement assimiler à la production de biomasse. Et puis, troisième et dernière chose importante, votre eau, si elle ne s'est pas écoulée à la surface du sol, si elle n'a pas été consommée par la plante, eh bien, elle va s'infiltrer très profondément, à alimenter, contribuer à la recharge des ressources en eau souterraine, et nous, on va pouvoir les exploiter après pour fabriquer de l'eau potable. Donc, on a ici une fonction à un type de recharge de la nappe qu'on va quantifier à partir d'une grandeur qui s'appelle la capacité de drainage interne. Je ne rentre pas dans les équations et tout ça, comment est-ce qu'on calcule tout ça. Hein. Sachez simplement que voilà, c'est plus ou moins compliqué, mais on est capable de le faire.
voilà ce qu'on a fait. Maintenant, quels sont les résultats qu'on a obtenus? Donc, première fonction qu'on a cherché à quantifier sur le plateau de Saclay, la fonction d'alimentation en eau des plantes ou de production de biomasse, que vous voyez ici cartographiée sur mon territoire. Donc, vous rappelez un peu le territoire. Sachant qu'on aura toujours le même code couleur, plus c'est vert, plus le niveau de fourniture de la fonction est élevé, et plus c'est rouge, et plus le niveau de fourniture de la fonction est faible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première fonction? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on voit globalement, le plateau de Saclay est vert, le plateau de Saclay offre à la société un niveau de fourniture de la fonction alimentation en eau des plantes ou production de biomasse élevé, ce qui, d'une certaine mesure, ne nous étonne pas et qui nous permet de dire qu'on a fait un travail correct, puisqu'évidemment, ce plateau, c'est un des endroits où vous avez les meilleurs rendements agricoles à l'échelle de la France. Donc, bon, nous, on fait du bon travail, et puis voilà, ça, on est content. Donc, évidemment, ce qu'on va voir, c'est que la grosse patate verte, là, au milieu, ce sont les sols limoneux très épais que je vous ai présentés, ce qui fait la richesse de la France agricole, soyons clairs, qu'on les trouve en Île-de-France, mais qu'on les trouve aussi en Normandie, pleine de camps, pour ceux qui connaissent, toute la Picardie, le nord de la France, c'est exactement le même sol, et c'est la richesse agricole de la France. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous voyez qu'on est capable de détecter que mes sols peu épais de bordure de plateau, alors ce qui apparaît ici en vert clair, et puis surtout en jaune ici, eh bien, ce sont des sols qui sont moins favorables à la mise en culture et qui vont nous générer des rendements moins élevés. Donc on est capable de détecter des variabilités dans la fourniture de fonctions. Petit point où on ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Vous voyez ici, dans la vallée, donc ça c'est les vallées qu'on a. Donc a priori, notre indicateur, il nous dit que là, en gros, on a beaucoup d'eau pour les plantes. Donc effectivement, on a beaucoup d'eau pour les plantes, puisque les plantes, elles sont le pied dans l'eau, mais elles en ont même trop. Et donc là, on va avoir un problème inverse, et donc on va avoir une déconnexion entre notre indicateur qui pouvait nous servir pour quantifier deux fonctions d'un coup, si je puis dire, et bien là, on voit que notre indicateur, il diverge. Dans un cas, c'est toujours bon, et dans l'autre, ça nous donne une information erronée. Attention à comment on va interpréter les grandeurs simplifiées qu'on est capable de quantifier. Deuxième grande fonction, la production d'eau potable. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même carte, et que là, ma carte, elle est à dominance rouge. Et donc, notre plateau de Saclay, il nous offre une fonction de production d'eau potable, faible à très faible, et ça ne doit pas nous étonner, puisque, rappelez-vous ce que je vous ai dit d'un point de vue géologique, le plateau de Saclay, c'est avant tout des matériaux argileux. Donc ces matériaux argileux, ils vont empêcher complètement le transfert de l'eau depuis les parties supérieures du sol vers les ressources souterraines. Donc, bon, c'est pas super pour le plateau de Saclay, mais c'est bon pour nous, ça veut dire toujours que là encore, on est capable de quantifier des choses à peu près correctes. Voilà, c'est ce qu'on voit. Deuxième point intéressant, vous voyez qu'au contraire, mes sols de vallée, ils apparaissent toujours en vert, et je dirais c'est normal, puisque mon sol il est directement dans la nappe, la moindre goutte d'eau qui arrive depuis l'atmosphère, elle tombe directement dans la nappe, donc là, voilà, on a une alimentation directe. Point très critique, nous, quand on connaît le terrain, on sait que l'alimentation, la recharge de la nappe se fait à un endroit bien particulier, qui sont des sols très sableux sur le versant. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On ne le voit pas parce que ma carte, elle n'est pas assez précise. Ces sols-là occupent des toutes petites surfaces et ils ne sont pas dans la carte. Donc vous, quand vous allez utiliser la carte et quantifier le service, vous allez croire que la fonction n'existe pas. Mais sur le terrain, elle existe. C'est juste que ma carte n'est pas en capacité, ne me permet pas de retranscrire cette réalité du terrain. Troisième et dernière fonction, la régulation de l'érosion et des inondations. Alors là, voilà, on a un niveau globalement moyen pour tout le plateau, et surtout ce qui saute aux yeux
c'est que, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, où on était capable de différencier les sols, et bien là, on ne différencie aucun sol, et a priori, ils nous donnent tous la même chose. Donc une offre moyenne. Alors, qui nous donne tous la même chose, ça ne va pas trop nous étonner, puisque vous avez vu, sur le plateau, j'ai beaucoup de limons, que ces limons, je les ai déplacés, et que finalement, les sols de pollution, ils sont formés avec beaucoup de limons, et que je réussis à retrouver des limons, enfin bref, j'ai des limons partout. Et donc, parce que vous voyez, c'est une carte des limons, comme vous en avez partout, j'ai la carte partout identique. Donc, a priori, plutôt bien. Ce qui est moins bien, c'est que votre régulation de l'érosion et de l'inondation, elle ne dépend pas que des sols. Elle va dépendre aussi en particulier de si vous avez une formation végétale qui va protéger mon sol. Elle va dépendre des pratiques agricoles que vous avez. Donc là, ma carte, il y a plein de variables. J'ai simplifié mon système naturel pour pouvoir obtenir une quantification, mais il y a plein de variables que j'ai été obligé de négliger. Donc ça aussi, quand j'interprète cette carte-là, il faut que je garde ça en tête. Bref, juste pour vous montrer, finalement, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris pour chaque sol, on a sommé les niveaux de fourniture de chacune des fonctions pour fabriquer une carte dite multiservice. Donc là, on a simplement la somme des trois fonctions vues précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater quand on regarde ces cartes? On va constater que on a une variabilité spatiale de la multifonctionnalité des sols. Et donc que ça, c'est pour nous un élément essentiel. Potentiellement, on va vers un outil qui nous permet de dire « Ah ce sol-là est plus intéressant pour moi, celui-ci, il est moins intéressant pour moi. » Donc, globalement, on peut quand même arriver à faire des choses à partir de ce type d'approche. Par contre, on a soulevé un certain nombre de limites sur lesquelles je me permets de réinsister ici. Là-dedans, cette carte cache des quantifications qui sont imprécises, des quantifications qui sont aussi partielles, puisque là, pour l'instant, on n'a eu que 3 fonctions. Il y a beaucoup de fonctions que j'ai négligées, que je suis même incapable aujourd'hui de quantifier. Et puis, vous avez des arbitrages sociaux qui restent nécessaires. C'est-à-dire, on va donner qu'un exemple, qui va choisir quelle fonction je privilégie? Si vous avez à choisir entre la fonction de production d'eau potable ou la fonction de production de biomasse, qui je suis moi en tant que scientifique pour dire c'est cette fonction-là qu'il faut privilégier? C'est pas du tout à moi de dire ça. Ça c'est ce que moi j'appelle de l'arbitrage social. Ça doit être décidé par la société. Il y a d'autres choses aussi à laquelle je ne peux pas répondre. Quand on a vu la question du contrôle de la fonction de production d'eau potable, on n'a vu pas beaucoup sur sa clé. Les sols me rendent un faible niveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes sols, je peux les détruire parce que c'est pas grave, ils me donnent un niveau de fonction faible. Au contraire, ça veut dire, oh là là, surtout, j'y touche pas. Parce que comme moi, j'ai besoin de production d'eau potable, si mon sol, par unité de surface, il me donne un faible niveau de fonction, eh bien, il faut que j'ai une grande surface. Vous voyez, il y a encore plein de questions qui se posent derrière une fois que vous avez quantifié. Et qui ne sont pas... Enfin, la quantification en elle-même peut apporter des éléments, mais n'est pas suffisante pour prendre de la décision et gérer. Il y a des étapes intermédiaires. Dernière petite chose, je ne sais pas trop contrôler le temps, j'espère que je ne déborde pas trop. La question, donc, du coup, de imperméabilisation et fonctionnalité. Donc ici, je vous ai mis simplement la carte de l'imperméabilisation, la carte des sols, telle que je vous l'ai présentée, et la carte de l'imperméabilisation par-dessus, avec 2 couleurs. L'imperméabilisation des sols antérieure à 1982, ce que vous voyez ici en jaune, et l'imperméabilisation postérieure à 1982, donc entre 82 et 2017, en rouge. Qu'est-ce qu'on peut constater? Quelques chiffres. Donc, avant 1982, donc ça c'est les premières années dont on dispose, avant on n'a pas d'enquête très précise des niveaux d'urbanisation, on avait déjà un plateau qui était urbanisé à près de 20% en surface. Cette urbanisation, comme on le voit, le jaune, vous voyez, c'était essentiellement dans les vallées. Et du coup, cette urbanisation de 20% du territoire, nous, on a considéré qu'elle
appelé ici un impact plutôt limité, hein, au sens où j'imperméabilise 20%, mais je perds que 15%. Donc j'ai un impact relativement limité, on va dire. Entre 1982 et 2017, hein, l'imperméabilisation du plateau s'est poursuivie à hauteur de 0,3% supplémentaire par an, hein, en moyenne. Mais en réalité, elle ne s'est pas faite comme ça de manière très linéaire. Hein. On a surtout une urbanisation massive à partir entre 2012 et 2017, hein, liée à la construction du fameux cluster Paris-Saclay. Donc pour 8% et demi supplémentaire du plateau, hein, c'est énorme. Et cette urbanisation supplémentaire de 8,5%, elle a conduit, elle, on est capable de le quantifier, hein, à une perte de 8% et demi supplémentaire de la fonction. Donc on voit qu'on a, là, si on regarde le rapport entre perte de fonction et surface imperméabilisée, eh bien on a augmenté notre impact. Simplement, hein, parce que ce qu'on a urbanisé, hein, vous voyez en rouge ici, c'est les sols de plateau, ceux qui nous rendent le potentiel de production de biomasse le plus important. Donc évidemment, hein, plus vous urbanisez les sols qui vous donnent des niveaux de services importants, et plus vous perdez en fonction. Alors, on s'est amusé à faire quelques petits scénarios, hein, je vais en terminer là-dessus. Donc là, vous voyez la situation de 1982, hein, je n'étais pas capable de revenir avant, avec mon niveau moyen de fonction. Hein, donc vous voyez, en gros, ma réservatif, hein, ce que le sol est capable de restituer comme eau à la plante, c'est 129 mm. Donc avec 129 mm en moyenne, vous faites pousser ce que vous voulez, sans irrigation, y compris en se prenant le changement climatique en pleine. Scénario réel, de 1982 à 2017, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, hein, on a perdu 25% de mon service. Donc ça, c'est la situation réelle. Et puis, donc comme je vous ai dit, hein, une perte de fonctionnalité, environ 40 mm, hein, donc c'est quand même relativement important, puisqu'on perd en gros un tiers de la fonction. Et puis une perte qui est relativement proportionnelle au taux d'artificialisation. Alors cette situation réelle, on l'a comparée à deux scénarios fictifs. Le premier scénario, c'est le scénario qu'on a appelé catastrophe entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'on s'est amusé à localiser l'imperméabilisation des sols sur les sols qui rendaient le maximum de service. Qu'est-ce qu'on voit si on fait ça? On voit que, évidemment, on savait, hein, mais ce qu'on voulait chercher à savoir, c'est à quantifier. Combien je perds en plus? Et bien là, vous voyez que si on localise l'imperméabilisation sur les sols qui nous rendent le service, on va perdre en gros 10% de fonction supplémentaire. À l'autre opposé, on a appelé ce scénario le scénario idéal, c'est que cette fois, on a localisé l'imperméabilisation des sols uniquement sur les sols qui ne nous rendent pas de service. Et là, vous voyez qu'on a pu limiter de manière significative la perte en fonction. Oui. Le service, c'est quoi? C'est juste que l'eau, elle a fait disponible pour les plantes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour la fonction de production de biomasse ou d'approvisionnement en eau des plantes. On peut faire une équivalence rapide. Donc en gros, là, ça veut dire qu'on va moins fournir d'eau. Enfin, en vert, on va évidemment fournir plus d'eau aux plantes et donc avoir plus de production de biomasse. Et inversement, quand on est en rouge, le bleu étant la situation réelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire de ça deux choses. On peut dire que finalement, la situation réellement observée sur le terrain, elle est située globalement à mi-distance entre mon scénario idéal et mon scénario catastrophe. Donc, peu an mal an, on n'a pas fait complètement n'importe quoi, même si, à mon avis, c'est plus un coup de bol qu'une volonté réelle. Hein. On pourrait en discuter. Et deuxième chose, vous voyez quand même qu'en choisissant, en raisonnant, là où on va, en gros, je pourrais dire sacrifier mes sols pour l'urbanisation, sachant que l'urbanisation c'est important dans des ponts fossiles, et on est capable de jouer de manière significative sur le gain ou la perte de fonction.
maîtriser de l'urbanisation. C'était un levier de gestion. Je conclue donc du coup extrêmement rapidement sur les principaux messages que j'ai essayé de passer. Alors j'espère que je vais réussir au moins un petit peu. Donc, première idée, aujourd'hui, on est capable de quantifier au moins une part de la multifonctionnalité des sols à partir des données, des outils disponibles. Ces quantifications, elles sont sensibles à la fois à la variabilité des propriétés des sols et à différents scénarios d'urbanisation, ce qui est vraiment indispensable pour en dériver des outils d'aide à la décision, qu'on puisse avoir des éléments tangibles pour prendre des décisions. Voilà. Ce qui nous permet qu'on pourrait utiliser ce type d'outils dans les stratégies d'aménagement du territoire. Reste de très nombreuses limites à ce type d'approche, des limites d'ordre scientifique, que j'ai eu l'occasion d'aborder avec vous. On a vu des données disponibles qui ne sont pas forcément suffisamment précises quand on va se poser une question à échelle intercommunale. Des fonctions qui sont aujourd'hui, à ma connaissance, encore non quantifiables. Alors, on pourra en donner qu'une, mais quelle valeur culturelle on va donner aujourd'hui à un sol? Comment vous quantifiez ça de manière biophysique? Et je ne vous parle même pas de monétariser encore, ce qui est une étape encore ultérieure. Et puis surtout, vous voyez que là, je vous ai présenté des beaux chiffres, mais vous êtes obligé de me croire sur parole. Qu'est-ce que je vous ai présenté comme mesure réelle qui permet de valider ces estimations que moi je vous ai fournies? Donc beaucoup des procédures de quantification qu'on va utiliser, elles ne sont pas validées en fait. Et on ne sait pas toujours si on est pile poil ou à 100%. Enfin, on n'a pas d'idée réelle de l'incertitude de nos mesures, en tout cas à l'heure actuelle. On a aussi des limites qui ne sont pas scientifiques, mais qui vont être d'ordre plus réglementaire. C'est bien joli de disposer d'un outil ou d'avoir un outil dans les tiroirs des chercheurs, mais est-ce que cet outil, quelqu'un va le sortir du tiroir? Et dans quelles conditions il va le sortir du tiroir? Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça reste de l'ordre de la démarche volontaire? Ou est-ce que ça, on en fait une obligation réglementaire? Et là encore, vous voyez, c'est pas moi qui vais, en tant que scientifique, qui vais répondre à ce type de questions. Et puis, des limites qui sont d'ordre social et politique, c'est-à-dire, à un moment donné, si je veux urbaniser, il va falloir quelle fonction des sols je sacrifie, quelle fonction des sols je valorise. Et aujourd'hui, quel espace, quel dispositif d'arbitrage il existe pour faire ces choix entre les différentes fonctions des sols. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de laisser la parole à mon collègue et puis on fera une séance de questions communes par la suite. Merci beaucoup. Donc on est bien en phase avec une approche un peu différente, puisque mon approche sera celle d'un citoyen, un peu agronome, encore un peu jardinier et élu local. Sur cette carte, donc pour préciser, vous avez ici, merci, donc ça c'est le plateau de Saclay, ce qui est jaune là c'est Massy et Igny, ce qui est là c'est Palaiseau, vous avez les Ulysses qui sont là, Gif-sur-Yvette, Bure-sur-Yvette, Orsay, et Verrières-le-Buisson est ici, juste comme le disait David, en lisière du plateau de Saclay. Alors, j'avais évoqué la question du besoin de terre, parce qu'on préfère manger des produits qui viennent de la terre plutôt que des produits chimiques. Et donc, la question se pose, qu'est-ce que c'est que des bonnes terres agricoles? Il y a une façon de classer, c'est de savoir si elles sont classées agricoles ou pas. C'est la notion de surface agricole utile. Et en France, aujourd'hui, nous avons 50%, un peu plus, en 2016, de SAU. Simplement, c'est en baisse, comme le disait David tout à l'heure, puisqu'on était à 63% en 1961. Si on voyage au Pérou, le pays que je connais un petit peu, ils sont à 18% dans un pays qui est 2 fois et demi grand comme la France, donc ça fait un peu beaucoup, mais pas beaucoup quand même pour nourrir la population, mais ils augmentent parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils grattent très fort, et ils sont passés de 13% à 18% en 40 ans. Alors, il y a tous les autres usages des sols sur lesquels je ne vais pas revenir. De la surface totale du pays. Pardon. Et alors, qu'est-ce que c'est que la qualité agricole d'un sol? On a vu
des deux paramètres qui sont plus ou moins, plutôt plus conjoints et qui peuvent diverger. En reprenant de façon très pragmatique, j'ai envie de dire que, bien sûr, il y a toutes les mesures scientifiques de texture, de structure, de profondeur, on l'a vu là, la composition chimique et le reste, la composition organique, mais pour un agriculteur, puisqu'on parle de sol agricole, donc je le mets du point de vue de l'agriculteur, bien sûr, la qualité, entre guillemets, intrinsèque de sa terre est importante, mais la taille de la parcelle, la forme de la parcelle, la pente de la parcelle, qui était un paramètre qu'avait pris David aussi, la distance de la parcelle au siège de son exploitation, et sur le plateau de Saclay, la possibilité d'y aller sans être obligé de faire un grand détour, parce qu'on vient de faire une ligne de tram qui bouge le paysage, donc ça aussi c'est important. Plus la question de l'eau. On a beaucoup parlé de la question de l'eau, vous savez sans doute, vous ne savez pas, mais que l'une des particularités du plateau de Saclay, c'est d'avoir ce qu'on appelle des rigoles, qui ne sont pas en fait, qui ne sont pas des fossés, mais qui sont souvent des canalisations souterraines, construites à l'époque de Louis XIV, remarquablement construites, puisque sur ce terrain qui est plat comme la main pendant des kilomètres, ils ont réussi à collecter de l'eau qui allait alimenter Versailles, et c'est un enjeu de protection de patrimoine. Et puis un autre aspect extrêmement important, c'est la localisation, pour dire simple, à proximité d'un débouché, d'un village, d'une gare, d'une agglomération, d'un port. Et ce qui fait que la terre sera plus utilisée s'il y a un débouché possible, ou plus intensivement utilisée. C'était les ceintures vertes d'autrefois, autour des villes, qui existent de moins en moins, comme on le sait, notamment en région parisienne. Nous y reviendrons dans un instant. C'est pour ça que parler de bonne terre, ça a un sens à un endroit donné, c'est plus difficile d'avoir une échelle de mesure un peu partout, et l'échelle pédologique, pour respectable qu'elle soit, ne résume pas la question sur le plan socio-économique, sociopolitique ou social du cours. À titre indicatif, en Normandie, au XIXe siècle, les bonnes terres, c'était les herbages. Parce que là, on pouvait faire de l'élevage d'animaux, faire du fromage qui commençait à se vendre à Paris. Aujourd'hui, les bonnes terres, c'est les terres de labour, les terres de culture. Parce que l'élevage rapporte moins. Le paradoxe du plateau de Saclay, aussi, pour le dire vite, c'est, et c'est très bien démontré par un autre collègue de David, Guillaume, c'est de voir que nous avons une agriculture céréalière, ce qu'on peut dire intensive par rapport à la céréaliculture américaine, parce qu'elle est à assez haut niveau d'intrants, enfin d'intrants, c'est-à-dire d'engrais, etc., mais qui est quand même pas la meilleure valorisation, la meilleure optimisation d'un sol, puisque si on faisait des légumes, on pourrait avoir une production de matière sèche bien plus importante à l'hectare, et c'était d'ailleurs le sens de la ceinture verte, hein, c'était une production intensive à proximité des lieux de consommation. Et donc, la céréaliculture du plateau de Saclay, pour glorieuse qu'elle soit en termes techniques et de résultats grâce au sol qui s'y trouve, est aussi une curiosité pour certains, une hérésie pour les autres, en termes global de répartition d'activité. Dernière chose, les bonnes terres sont généralement dans les secteurs les plus convoités, puisqu'elles sont en général pas loin, enfin dans les fonds de vallées plats où il y a déjà un canal, une route et un chemin de fer, et des villages, ou bien pas loin des zones habitées, parce que c'est plus facile et que dans les garrigues, dans les maquis et dans les montagnes, les bonnes terres sont moins nombreuses. On a parlé des autres fonctions, je n'y reviens pas. On a parlé de la compétition entre la terre agricole et la terre à bâtir, je n'y reviens pas. J'ai simplement envie de dire que dans beaucoup de grands travaux, je pense à des constructions de lignes TGV par exemple, le coût du foncier est quasi marginal par rapport à l'ensemble du coût de l'infrastructure, sauf si on passe dans des terrains des zones classées, dans des terrains de vignobles par exemple, etc. Mais ce n'est pas un critère essentiel pour le choix du tracé de l'infrastructure. Et on peut dire, je fais une hypothèse, je ne l'ai pas vérifié, j'ai improvisé ça en préparant, mais je pense que, et surtout quand on voit ce qui se passe à l'international, le coût du foncier aujourd'hui est sans doute très faible, trop faible, par rapport à une valeur hypothétiquement actualisable si on raisonne aux besoins de terre dans 20, 30 ou 50 ans. Et donc c'est une hypothèse que je voudrais vérifier. Alors arrivons maintenant, donc pour vous dire que la notion de bonne terre, ça se discute. La bonne terre de l'agriculteur, vous savez, pour un agriculteur, sa bonne terre qu'il aime tant et qui l'a nourri ou qui l'a permis de survivre,
du jour où il prend sa retraite et que monsieur le maire lui dit « Dis-moi Gaston, tes enfants ne sont pas intéressés, on pourrait classer ton terrain en terrain à construire, chic, 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 je vais pouvoir multiplier sa valeur foncière et payer ma retraite. » Eh oui, et la bonne terre devient une bonne affaire. Et puis Gaston, l'autre cousin, Gérard, le cousin de Gaston, qui lui avait une terre très très bien placée, qui était classée à l'époque au poste, et maintenant au PLU, et bien patatras, il y a un projet qui fait qu'on va faire un jardin public, ou bien même qu'on va la reclasser en espace naturel, parce qu'il y a une mare à Triton et que le service départemental ou régional de l'environnement a dit « Ah ça, vous y touchez pas ». Il a peut-être raison, mais pour Gérard, c'est pas sympa. Parce qu'il perd sa retraite. Donc concrètement, comme je le disais tout à l'heure, mon David, c'est pas ça. Alors, le sujet, c'est la protection. C'est pas un sujet que je maîtrise. J'ai fait un peu de documentation. Deux choses, qui peut protéger et comment on protège. Alors, qui peut protéger? On l'a évoqué, les acteurs de la protection. Il y en a fondamentalement deux catégories. Il y a l'État et les collectivités, et toute la réglementation qui va avec cet aspect tout à fait paradoxal déjà souligné, c'est qu'il appartient à l'État de veiller au bien commun et de protéger ces biens communs universels que sont l'eau, les sols, la santé, l'éducation, la culture, le paysage, et j'en passe. Mais c'est ce même État et ces mêmes collectivités qui ont besoin d'espace pour construire des maisons, des logements, des hôpitaux, des routes, etc. Donc, arbitrage politique nécessaire, arbitrage entre les acteurs. D'où l'importance de la deuxième catégorie d'acteurs, c'est vous et moi, à savoir les propriétaires. Pensons bien à la question des propriétaires fonciers. J'ai parlé de Gaston et de Gérard, mais peut-être êtes-vous vous-même propriétaire foncier, quelque part en France, d'un lopin de terre qui a sa valeur et son charme. Les habitants, alors, des villes, des périurbains et des campagnes, et les citoyens, ou les militants, ou les deux, comme vous voulez, au sens où les choses ne se font pas tout seuls, et si au plateau de Saclay, il n'y a pas que des catastrophes, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui agissent, des élus, mais aussi des habitants, mais aussi des agriculteurs, mais aussi des associations. Et après tout, puisque j'ai commencé par un rappel historique, et bien dans les années 70, il y a eu le refus des paysans du Larzac que leur terre soit, alors c'était pas pour construire, mais c'était quand même pour être arrachés à l'agriculture. Et puis plus près de nous, Notre-Dame-des-Landes, il y a des vallées de montagne où les agriculteurs se mobilisent pour protéger un territoire, refuser un projet de station de ski qui ruinerait peut-être leur paysage ou leur territoire. Et d'autres façons d'intervenir, j'y reviendrai rapidement, par exemple sur le plateau de Saclay et dans d'autres endroits, il y a une société civile immobilière qui s'appelle Terre Fertile et dont le rôle est de racheter des terrains pour mobiliser en fait très concrètement et très physiquement plus de gens pour défendre des terrains. Parce que quand vous avez un agriculteur avec ses 100, 200, 300 hectares, sur le plateau de Saclay, ça peut être parfois plus, c'est la grande culture, quand il est tout seul face à l'État, etc., on discute, mais on n'est pas très fort pour se défendre. Alors, comment protéger? Donc là, c'est pas un cours de droit, je vous précise, nous avons à Verrières un adjoint qui est aussi, lui, professeur, même patron de la fac de droit du Panthéon, mais on n'a pas eu le temps de travailler ensemble. Voilà, donc je lui soumettrai ça si je devais faire une deuxième copie. La première remarque qu'on peut faire, qui m'avait été faite par un autre géologue, par Cyril, qui travaille aussi sur le plateau de Saclay, de son point de vue, il n'y a pas en France un outil réglementaire, législatif, de protection des sols, au sens de protection des sols agricoles, les horizons d'argile, d'humus et compagnie que vous avez vu. Alors qu'effectivement, il y a une loi sur l'eau qui protège la qualité des masses d'eau. Il y a une loi depuis Louis XIV sur les forêts, le code forestier. Il y a une loi sur l'air, la loi LOR, qui s'appelait Air, loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, de 1996. Il y a une loi sur la biodiversité, il y a une loi sur le paysage, il y a la loi littorale. Donc vous voyez un ensemble d'éléments très précis, très ciblés, et qui sont connectés, transposés avec la réglementation européenne. Donc on n'a rien sur les sols en tant que sols. Mais
en y réfléchissant bien, et je répondrai ça à Cyril la prochaine fois où je le verrai, il y a un outil de gestion des sols agricoles qui est assez ancien. Est-ce que vous voyez à quoi je pense? Eh, bravo, monsieur. Merci. Ah, je vois quoi. On est à Paris 14e, mais quand même. Voilà, les SAFER qui datent de la loi d'orientation agricole de 1960 et 62, Pisani, et qui ont pour fonction, d'après leur site à aujourd'hui, dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes, premier objectif, qui était l'objectif initial, et puis on a rajouté ensuite protéger l'environnement, les paysages et les ressources naturelles. Il n'y a pas les seuls. Et enfin, accompagner le développement d'économies locales. Donc la SAFER est bien un outil de gestion des terres agricoles, mais n'inclut pas dans l'intitulé de ses objectifs la protection spécifique des sols agricoles, disons, de qualité. Alors, toutes les lois que je vous ai citées à l'instant, qui protègent spécifiquement l'eau, la biodiversité, le paysage, le littoral et tutti quanti, ont débouché sur des formes de sectorisation, de territorialisation ou de zonage, qui sont les réserves, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, toutes les zones SNIEF, Natura 2000, espaces naturels sensibles et compagnie. Qui fait qu'à l'échelle de la France, ça commence à faire pas mal. Et donc, ça fait toute une série de territoires pour lesquels l'espace est plus ou moins protégé. Et donc, cet espace, c'est des sols. Mais les sols ne sont pas, à ma connaissance, cités spécifiquement, alors que telle espèce protégée, elle est citée spécifiquement dans le document. D'accord? Donc, on est capable d'identifier les espèces animales et végétales qui sont protégées à un endroit donné. On est capable d'identifier un type de culture, un type d'exploitation, des pratiques agricoles dans un PNR, par exemple, parc naturel régional, on ne protège pas les sols. Je voudrais oui, une remarque aussi, je voulais te poser la question. Les lisières là, qui sont en moyenne, c'est essentiellement des forêts en fait et des bois. Et c'est quand même des sols. C'est quand même des sols qui ont été pris en compte, hein, y compris les sols des forêts. Donc voilà. Et donc ça vient à l'appui de ma démonstration. Les forêts sont très bien protégées en France. Et quand vous faites des travaux et que vous mangez 1 hectare, vous êtes censé en compenser par replantation d'un certain nombre. Ça se calcule à l'autre bout de la France, je ne sais pas quoi. Or, on sait que la plupart du temps, les forêts sont plantées sur des mauvais sols d'un point de vue agricole. Et donc le paradoxe, c'est qu'on protège mieux les mauvais sols que les bons. Curiosité historique. Une remarque importante maintenant, par rapport à notre exemple du plateau de Saclay. Donc vous savez que le plateau de Saclay est en voie d'urbanisation, menacé d'une urbanisation considérable, puisqu'on a parlé de 250 000 logements, 400 000 personnes, 300 000 bagnoles. Bon, pour l'instant, le truc est remis au placard, mais on construit cluster, on déménage les écoles et les instituts de recherche, et on prévoit la fameuse ligne 18 du Grand Paris Express. Pour moi, c'est une connerie, mais on en parlera après si vous voulez. Il y a peut-être des gens qui sont pour dans la salle, ça serait intéressant d'en débattre. Ce qui est sûr, c'est que si on fait une ligne de métro express, après on expliquera qu'elle n'est pas rentable et que donc il faut densifier autour des stations. Il ne faut pas prendre les gens pour des analphabètes. Donc le truc est cousu de fil blanc. Donc par rapport à ça, les associations, les agriculteurs, les élus se sont mobilisés et ont obtenu dans la loi du Grand Paris une zone qui n'a un texte qui n'a qu'une seule application, qui est la ZBNAF. Alors ça veut dire zone de protection naturelle, agricole et forestière. Cette ZBNAF qui sanctuarise, entre guillemets, et pour le moment, 2300 hectares ou un petit peu plus, de terrains agricoles, forestiers, etc. Alors après, il y a une charte d'application de cette ZBNAF, c'est l'objet de pas mal d'enjeux, et déjà, à l'occasion du grand concours de golf, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Guyancourt, il y a quelques mois, parce qu'il y avait beaucoup de monde à accueillir, il fallait aménager un exutoire pour je ne sais plus si c'était les eaux usées ou les eaux pluviales, et tranquillement, les gens considéraient qu'on pouvait donner un coup de pied
pioche dans le champ d'à côté sans problème. Et justement, l'association Intercité a été en justice pour dire vous êtes dans la ZPNAF, c'est strictement interdit de construire. Oh, mais non, mais c'est jamais qu'un égoureux. Mais vous commencez comme ça, et puis dans 10 ans, dans des maisons. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ce qu'une loi a permis, et on en est fort heureux, une autre loi, malheureusement, peut le défaire. Et donc, c'est aussi de la vigilance des riverains, des acteurs sociaux, économiques et politiques, que dépend l'avenir. Autre question. Une zone de protection comme celle-là, une réserve de biodiversité, si elle n'est pas reliée par des corridors adéquats à d'autres réserves de biodiversité, elle ne peut que crever. Et donc, si cette ZPNAF est entourée d'immeubles, de routes, de métros, d'écoles, etc., bah, dans 30 ans, je ne sais pas ce que ça donnera. D'accord? Donc ça aussi, c'est une vraie question. Donc ça, c'est l'aspect protection, je dirais, à grande échelle, avec une erreur de langage, puisque, par définition, si le territoire est grand, l'échelle est petite. Enfin, c'est comme ça qu'on parle d'habitude. Arrivons à une échelle locale. Alors, pour faire simple, le plus important de l'échelle locale, c'est le plan local de l'urbanisme. J'y viendrai après, puisque ça dépendra du temps dont je disposerai pour vous en parler. D'autres éléments importants quand même à l'échelle locale, c'est tout ce qui va concerner l'instruction des projets, les enquêtes publiques, les études d'impact d'abord, les enquêtes publiques ensuite, et quelque chose dont je vous avoue ma totale incompétence, c'est la séquence ERC, qui existe déjà depuis, je crois, 40 ans, qui est un dispositif. ERC, ça veut dire éviter, réduire et compenser, si c'est nécessaire, les impacts négatifs significatifs d'un projet sur l'environnement. Éviter, réduire, compenser. Alors, j'ai parlé de compensation tout à l'heure à propos de la forêt. Compenser, ça veut dire vous cassez quelque chose, vous reconstruisez ailleurs. Sauf que la biodiversité, ou même la qualité d'un sol, ça ne se reproduit pas à l'identique. À la limite, c'est plus facile de transporter un sol d'une certaine manière que de restaurer une biodiversité. Et je dois dire, je suis un petit peu taquin, mais je suis un peu exaspéré quand je vois que, enfin exaspéré, oui, je ne sais pas comment dire, quand je vois que dans le périmètre arboré, végétalisé, mais artificialisé, une grande entreprise publique et son centre de recherche sur le plateau de Saclay, il y a un beau panneau qui explique qu'on a fait une mare à tracteur dans cet endroit-là. Je pense qu'on aurait mieux fait d'emmerder personne et de ne rien bousculer du paysage et de laisser la mare qui était là, la laisser tranquille et les tritons s'en seraient très bien comportés. Parce qu'en plus, ça coûtait un pognon fou. Hein. Donc, voilà. Donc, éviter d'abord me semble plus raisonnable que de compenser ensuite. Oui, alors je voulais présenter deux choses maintenant, mais je suis sous le contrôle de la maîtresse de maison. Voilà. Donc je ne vous présente pas mes photos, parce que, ou alors très vite, on prend juste des photos. Elles ne sont pas très bonnes, mais voilà. Ça me permettra de vous dire, alors, derrière le buisson, vous avez vu où c'est, sauf qu'il n'y a pas de photo encore, ça va venir. Il est où l'autre petit bitonio ? Voilà, je vous disais que je n'ai malheureusement pas pu mobiliser le service compétent, le service documentation photographique de la ville. Voilà la place de Verrières-le-Buisson, vous avez repéré, je continue. Donc, juste pour savoir, Villemorin, ça vous dit quelque chose, les semences. Donc Verrières a été le siège pendant 2 siècles à peu près de l'établissement de production de graines potagères et agricoles de la famille Villemorin. La très mauvaise photo à droite, c'est juste pour vous montrer 3 choses. Un, la statue qui a été reconstituée à l'occasion du bicentenaire des Villemorin qu'on a fait il y a quelques années. Et donc c'était 3 morceaux dans la ville qui étaient un seul objet. Statue qui a été financée au début du XXe siècle par une souscription internationale. C'est quand même très impressionnant quand on voit la liste des souscripteurs.
Il y a évidemment un petit potager, on n'a pas attendu demain pour le faire, il y a un petit potager accessible à tout le monde, et juste pour vous dire aussi, la maison au coin là-bas, eh ben c'est un HLM, juste à côté, et nous sommes derrière la mairie. Voilà, nous avons à Verrières un herbier, l'herbier de travail de la société Ville-Morin, qui est classé monument historique. Et ici, vous avez un tracteur qui est en train de labourer une longue pelouse qui est le long du mur de la propriété du château de Ville-Morin. Et derrière, il y a l'arboretum privé. À côté, il y a un arboretum public géré par la commune. Et depuis plusieurs années, nous y faisons des cultures à usage pédagogique et pour la gourmandise des gens. Et on en fait faites après pour les poissons, les récoltes et compagnie. Un logement pavillonnaire à 54%, et vous voyez beaucoup de verdure, ça c'est le centre-ville, mais vous avez quand même sur la partie droite en haut à gauche, vous voyez des tours de 13 étages qui datent des années 70, d'autres petits immeubles, et en fait on les voit pratiquement pas parce qu'il y a toujours des arbres qui cachent la vue au pied des immeubles. Et 20% de logements sociaux, c'est plus assez aujourd'hui, mais ça c'est un mauvais cliché de la ville. À droite, la nouvelle mairie, au milieu un bâtiment, ancien bâtiment communaux transformé, pharmacie en haut et centre médical au-dessus, et à gauche, les communs du château qui est derrière, qui sont transformés en HLM. On a la même chose de l'autre côté, sachant que entre la mairie et l'autre bâtiment, vous avez une résidence privée assez chic, et donc l'idée c'était de faire du 50-50 ici, et quand on invite les gens à déjeuner, l'autre jour c'était le préfet, on le fait sortir sur le perron, on dit « Est-ce que vous voyez des logements sociaux sur la place ?» Il dit « Non, ils sont où ?» La moitié des bâtiments de la place, en centre-ville, sont des logements sociaux. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on fait un PLU, quand vous gérez le territoire, c'est beaucoup d'enjeux. C'est d'abord la pression des textes, 25%, plus les textes qui vous disent « Oui, mais vous avez un patrimoine de biodiversité formidable, il faut le protéger. » D'accord, docteur, je fais comment? Où est-ce que je trouve du terrain? Et puis si je trouve du terrain, et c'est une des difficultés de reconstruire la ville sur la ville, c'est que les terrains qu'on va trouver, sauf si on a des grandes friches industrielles ou des immenses raquettes comme à Massy de la SNCF, mais qui ne veut pas les lâcher pour l'instant, donc là on peut trouver de la place, à condition, après il faut peut-être dépolluer ces terrains. Sinon, on trouve des parcelles petites, enclavées avec des voisins qui n'ont aucune envie de voir le jardin public ou la friche ou le bout de terrain de sport plus ou moins convenable transformé en logement. Surtout si on leur dit ben, on ne va pas faire 4 pavillons, on va faire un petit collectif. Eh oui, parce qu'on n'a pas de place. Nous n'avons pas de place parce que la commune, c'est... alors voilà, ça c'est pour ouvrir. L'ambiance est appréciée puisque les gens veulent sauver l'esprit du village de Verrières. Nous avons actuellement dans le débat sur le PLU en cours, eh bien 200 banderoles sur les pavillons qui sont dans la ville de Verrières. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns, non au bétonnage du boulevard Foch et non à la densification arbitraire et sans concertation. Mais bon, on est en plein débat, on est en pleine concertation. Les enchères sont montées. À titre indicatif, le problème c'est que les pavillons, ils arrivent au ras de la place de la mairie. Comment voulez-vous faire vivre un centre-ville et des petits commerces s'il n'y a pas d'immeubles, de logements et en particulier de logements sociaux? Parce que les commerçants, les nouveaux commerçants ne comprennent pas toujours quand ils viennent à Paris en se disant il y a du pognon, on va gagner de l'argent, mais quand il y a du pognon, les gens ils vont acheter où ils veulent. C'est les gens qui n'ont pas de pognon qui achètent sur place. C'est les personnes âgées, c'est les gens des HLM, et malheureusement la bouffe elle est plus chère dans le 9-3 que dans le 92 parce que les gens n'ont pas le choix. Alors, juste à titre indicatif, en plus, nous avons donc la moitié du territoire une forêt domaniale, la Bièvre tout du long, et la coulée sud la coulée verte du sud parisien, pardon, qui est la voie du TGV, qui permet d'aller de Verrières à la gare Montparnasse en 40 minutes à vélo, mais je suis venu en RER ce matin. Voilà, protéger la biodiversité, c'est changer de regard, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que c'est pas parce qu'il n'y a rien sur la carte qu'il n'y a pas de vivant. Et en ville, pareil, bon, on ne va pas revoir ces concepts-là. Ce que je voulais vous dire, donc nous avons, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un outil de protection, qui est préalable au PLU, c'est la trame verte et bleue. Et donc nous avons passé un temps pour définir notre trame verte et bleue, et on a défini une trame, bon, j'en parlerai avec vous si ça vous intéresse. Voilà la définition finale, des trames vertes arborées qui s'appuient sur les arbres d'alignement
des grandes avenues et les grands arbres des propriétés privées du centre-ville, puisque ça ressemble un peu aussi, la partie basse ici, qui va jusqu'à la Bièvre et à la gare de Massy-Verrières, ressemble à Château ou au Vésinet comme type d'urbanisation, maison hôtelière, grand parc, etc. Et puis un corridor bleu le long d'un rue qui est le long de la frontière là et qui descend à la Bièvre, et puis des espaces de transition herbacés avec le piémont du bois. Juste pour voir, voilà, la difficulté, nous avons une politique de localisation depuis 30 ans des logements sociaux dans toute la ville, et on ne veut pas augmenter là où il y en a beaucoup, pour des raisons évidentes, et nous avons cherché les terrains qui étaient potentiellement utilisables pour faire ce travail. Ce n'était pas si simple. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Eh bien que c'est effectivement un ensemble d'arbitrages, c'est très difficile, puisque vous avez l'État qui vous dit construisez et protégez le territoire, vous avez les riverains qui vous disent vous avez raison, il faut construire, mais juste pas dans chez moi. C'est évident, c'est compréhensible. Hein. Vous avez ceux qui vous disent ouais, mais pas trop de logements sociaux, sous-entendu, on ne voudrait pas d'étrangers qui viennent dans le village, mais ça c'est un peu difficile à dire publiquement. On est encore à peu près bien élevé à l'arrière, mais ça va peut-être changer. Et donc, la phase de transition s'est terminée par, de concertation, pardon, s'est terminée par un débat où on a répondu aux questions qui avaient été travaillées en atelier et compagnie, on a fait la proposition. Et là, ce qui était intéressant, c'est que quand on parlait du terrain X, il y avait les gens de l'autre bout de la ville qui applaudissaient alors que les gens du terrain X étaient furieux. Et après, quand on parlait du terrain Y, ça gueulait à l'autre bout. Et ben, donc les gens ont pu commencer à se rendre compte qu'un PLU, c'est un programme, c'est plus simplement un zonage de terre, c'est un programme d'organisation de l'ensemble des perspectives de construction de la ville, sous contrainte du taux de logement social, sous contrainte des hauteurs d'immeubles et de l'occupation d'espace, etc. Nous avons mis, et nous avons un projet de PLU extrêmement protecteur, parce qu'il n'y a plus de coefficient d'occupation des sols, mais on peut mettre des coefficients de minéralisation du sol, donc, qui jouent le rôle de protection aussi du terrain et de la biodiversité, un certain nombre de règles aussi sur les clôtures pour favoriser le cheminement des petits mammifères, etc., les portails. Donc, mais un PLU, c'est un ensemble extrêmement complexe qui doit être cohérent, parce qu'à un moment, au bout, il faut que l'addition tombe juste. Et donc, les gens ont commencé à comprendre ça, ils ont commencé à comprendre que ça allait être un petit peu compliqué. Et une autre très grosse difficulté, c'est que quand on fait un PLU, on ne fait pas un schéma d'urbanisme. Je veux dire, on ne fait pas un dessin d'urbanisme. Tous les gens disaient, montrez-nous des projets, montrez-nous des dessins, montrez-nous des maquettes. Mais ça, c'est totalement en amont. C'est presque simplement conceptuel, un PLU. Il n'y a pas l'ombre d'une maquette, il n'y a pas l'ombre d'un plan, il n'y a pas l'ombre d'un... Alors, bien sûr, ils en ont fait, mais ce n'est pas le but du PLU. Je termine. 1 minute, encore 1 minute. Je vais terminer par l'action. Donc, j'ai parlé de l'action à grande échelle, hein, et à l'échelon local, il y a l'action citoyenne. Vous l'avez dit, Terrecité regroupe, je ne vais pas insister, l'association Terrecité a été montée sur le plateau de Saclay par des agriculteurs. Ils étaient 14, ils sont tombés à 7, et maintenant ils sont montés à 20. Avec des petites installations de producteurs de légumes, producteurs de poulets, etc. Et donc, le conseil d'administration a cette particularité, et ça c'est très important. Le conseil d'administration a cette particularité d'être composé de 4 collèges, et quand on veut que tout le monde soit représenté, ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde indifféremment dans le groupe. Si on veut vraiment que tout le monde soit représenté, il faut identifier les points de vue, c'est ça la gestion de la complexité. Il faut identifier les points de vue et les faire exister, escalité de points de vue, pour qu'à ce moment-là, le débat soit audible. Parce que si on met tout le monde sur un pied d'égalité, ben c'est la loi du plus fort, du plus grand, du plus nombreux. Et donc, au conseil d'administration, il y a 20 représentants des collectivités, dont votre âme sanitaire. Il y a 10 agriculteurs, ce qui est énorme, puisque c'est la moitié de l'effectif. Mais c'est bien le rôle de l'association. Il y a 20 associations. Et 50 membres de la société civile, vous l'avez dit, des particuliers, des entreprises, des labos de recherche, etc. Un partenariat intense avec d'autres territoires, y compris la Silicon Valley, puisqu'on nous vend le plateau de Saclay comme la Silicon Valley française, mais ça n'a rien à voir, donc il faut aller voir sur place. Et ce que disait David, maintenant, peut-être que vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est la conclusion que vous voulez vous proposer. Et donc, pour conclure et pour ouvrir le débat, qu'est-ce que vous pouvez faire à titre personnel?
bien déjà protéger les terres dont vous avez la charge. J'ai des cousins qui ont été sollicités par une entreprise de travaux publics pour utiliser un de leurs terrains pour une décharge de matériel de construction. C'est bien gentil, moi je leur ai dit, je n'ai pas confiance ni dans le fait qu'ils ne vont pas mettre des saloperies dans le sol, ni dans le fait qu'ils mettront suffisamment de terre pour reconstituer un terrain agricole. Bien sûr, il y avait des sous en face. Je crois que c'est bien de cultiver son jardin, de s'approvisionner localement. En vous approvisionnant localement, vous aidez à la reconstitution de sa kilomètre. Et bien sûr, vous tenir informé. À titre collectif, on a dit acheter des terres en SCI, agir au sein d'associations, participer à la vie institutionnelle de votre territoire. Merci de votre attention. Oui, j'ai une, deux mains, voilà, donc on va commencer. Trois questions précises. 16 000 habitants. C'est plus grand que bien de sous préfecture. Nous, on est 140 000 en fait. Comment? Nous sommes 140 000. Ah, mais il paraît que c'est une ville. Et nous, on aimerait bien croire qu'on est encore aussi un peu un village. À 15 km de là. Moi, j'avais une question sur le premier exposé. Dans votre modèle sur les sols de masse, etc., est-ce que vous prenez en compte la qualité de l'agriculture? Est-ce que ce qui est intrants, pesticides, etc., c'est pris en compte dans votre schéma? J'ai l'impression que c'est un peu abstrait, entre guillemets, purement un sol idéal qui donnerait telle et telle fonction à l'agriculture, à la possibilité de planter, etc., à absorber de l'eau dans les nappes phréatiques, mais tout ceci ne fonctionne pas seulement en fonction de ça, mais est-ce que ça ne fonctionne pas aussi en fonction de l'agriculture qui se fait sur le plateau? C'est-à-dire quelle eau rentre dans la nappe phréatique, quelle qualité d'eau rentre dans la nappe phréatique? C'est que, voilà, est-ce qu'on peut raisonner sur ces fonctionnalités sans tenir compte aussi de quelle agriculture on a et quel intérêt a aussi cette agriculture? Voilà, donc ma question, et effectivement, est-ce que ça n'affecte pas aussi la qualité même des sols? Un certain type d'agriculture qui ne change jamais ses productions, qui utilise un certain type d'intrants. Est-ce que, donc, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut simplement se contenter de dire au fond, voilà, plus il y a de l'agriculture, moins il y a de minéralisation, mieux c'est, en gros, l'interrogation, mais est-ce qu'il n'y a pas à faire rentrer quelle agriculture? Écoutez, je vous remercie pour cette question fort pertinente. Comment je pourrais y répondre? Je vais répondre déjà d'un point de vue scientifique. Quand on cherche à regarder comment on élabore un rendement, le premier critère, c'est le rayonnement lumineux. C'est la quantité d'énergie qui arrive au sol. C'est vraiment le premier critère qui va rentrer en compte dans l'élaboration du rendement. Le deuxième, c'est la disponibilité en eau. Et seulement le troisième, ça devient les intrants. Donc nous, en gros, quand on a quantifié, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris en compte les deux premiers. Et on n'a pas pris en compte le troisième. Mais c'est pas si important que ça. Pourquoi? Parce que simplement, si vous êtes un sol sans eau, vous pouvez ramener tout le rendement que vous voulez, vous pouvez ramener tous les intrants que vous voulez, de toute façon, vous n'aurez jamais de rendement. Si vous avez un bon sol, un sol épais, qui va vous mettre de l'eau à disponibilité, en fonction de la quantité d'intrants que vous allez apporter, vous allez exploiter plus ou moins du rendement potentiel, mais un rendement potentiel qui sera élevé. Ce que nous on a mesuré, c'est le rendement potentiel, sans dire si ce rendement a été exploité ou pas, l'exploitation de ce rendement dépendant de la quantité d'intrants qu'on apporte. Donc voilà, juste pour répondre sur la partie vraiment quantification. Sur la deuxième question qui est beaucoup plus compliquée à répondre, qui se pose la question de en fait quelle est la qualité
de l'agriculture, en fait. De se poser cette question-là et d'émettre un jugement sur le type d'agriculture qui existe. Alors, moi, je trouve cette question fort pertinente, je la renvoie à tout le monde, hein, je ne vais pas donner mon avis personnel aujourd'hui, même si j'en ai un, évidemment. Mais je reposerai la question dans l'autre sens, c'est-à-dire de bien faire attention que le problème, c'est qu'on a un fonctionnement cliqué. Une fois que vous avez... Qu'est-ce que c'est que l'urbanisation? L'urbanisation, c'est vous amenez un camion, une pelleteuse, et en 5 minutes, vous m'avez détruit un sol que la nature elle aura mis 10 000, 20 000, 100 000 ans à fabriquer. Une fois que vous l'avez détruit, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège aujourd'hui un sol indépendamment du type d'agriculture qui existe dessus, même si ce type d'agriculture ne me plaît pas, et que moi je voudrais changer ce type d'agriculture? Ou alors est-ce qu'on se dit, ça c'est une agriculture qui ne me plaît pas, je m'en fous. Ce sol-là, il peut partir à l'urbanisation. Ben oui, mais sauf qu'une fois qu'il sera parti à l'urbanisation, vous ne le ferez pas revenir à un type d'agriculture qui vous plaît. Donc voilà, comment moi sans enlever la pertinence de la question, comment j'inviterais à avoir un autre regard, à regarder un peu différemment. Parce que vous n'avez pas de retour en arrière possible. Il y a une question là. Oui, merci. Ma question va aux scientifiques, bien qu'elle soit un peu plus politique. Je ne suis pas du tout connaisseuse du sujet, mais j'ai vu il y a quelques semaines que la zone Eurapol, au nord de Paris, allait être bétonnée pour un centre commercial, alors que les associations se battent depuis quelques années, parce que la zone de chalandise est déjà captée par des centres commerciaux comme le Bourget-Roissy, qui sont à 6 km. Et donc ma question, en fait, vous avez la chance d'être dans une zone au sud de Paris où les politiques sont proches des scientifiques. Et ma question, donc, est-ce que vous répondiez à votre question tout à l'heure, le scientifique, en disant on cherche des débouchés, on a besoin de trouver des endroits d'arbitrage social. Est-ce que le nord de Paris et les autres intercommunalités viennent vous voir pour des questions scientifiques et trouver justement des critères de mesure des méfaits de la densification? Ou alors est-ce que vous, les politiques, vous pouvez agir au niveau plus national, Paris est grande agglomération, justement dans le Grand Paris, pour introduire au nord de Paris des critères de mesure dont vous avez parlé? Je vous remercie pour cette question fort pertinente pour la deuxième fois. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Je laisserai vraiment la parole à mon camarade. Je dirais une chose, moi, qui me semble vraiment importante, c'est que, peut-être pour que notre discours soit clair, on a beaucoup parlé de logement ce matin. Mais ce qui consomme de la terre agricole aujourd'hui en France, c'est la construction des surfaces commerciales et des zones d'activité. Dans une situation où on sait aujourd'hui qu'on a trop de surface, qu'on est l'offre dépasse la demande. Donc voilà, il faut vraiment y faire attention, c'est très important pour moi. Quand on va vous dire, oui, on a besoin d'espace parce que les familles se séparent, elles sont moins nombreuses, oui, c'est vrai. Mais quantitativement, ce qui consomme de l'espace et ce qui imperméabilise des sols, c'est les zones commerciales en particulier, les grands parkings et tout ça. Imaginez-vous, vous voyez la densité qu'on a ici à Paris, vous prenez un parking de supermarché, combien vous mettez d'habitants? Donc votre problème, on commence à le résoudre très sérieusement. Donc voilà, ça, il faut quand même avoir cette idée-là en tête de manière très claire. La deuxième chose, c'est que moi, je vous ai dit, on va quantifier des fonctions. Alors là, il faut faire vraiment regarder ça sous 2 angles différents. La fonction agricole, on connaît. Et pourquoi on connaît? Pas parce que vous avez des agriculteurs qui, eux, la connaissent très bien. Ça va faire, dans certaines zones, des milliers d'années qui savent ce qu'ils peuvent produire, où on peut produire, là où on ne peut pas produire. Donc, sur le plateau là-haut, on connaît, on sait que c'est des très bonnes terres agricoles. On n'a pas besoin de moi pour le dire. On va avoir besoin de moi pour le dire les autres fonctions qu'on connaît d'eux. Hein. Donc ça aussi pour moi c'est un point important, c'est-à-dire que la connaissance scientifique à elle seule, et même si vous dites que vous avez des fonctions qui sont rendues à la société de manière importante, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ce n'est pas un pouvoir suffisant pour
enrayer les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et c'est pour ça que nous, on avait choisi de finir sur ce thème-là, sur ce thème de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, voilà, c'est pas... La connaissance, elle seule, elle suffit pas. C'est un outil indispensable pour ceux qui vont vouloir défendre des terres, mais la connaissance en elle seule n'est pas suffisante. Merci. Deux réponses courtes sur cette question difficile, mais en même temps assez simple dans ses principes. D'abord, à l'instant T, pour ce triangle de Gonesse, il y a évidemment des intérêts, et David l'évoquait, les maires parfois ont une vocation de bâtisseur pour avoir la taxe, pour avoir de l'emploi local, etc. Donc quels sont les enjeux à l'instant T pour les maires et les élus locaux, premièrement. Deuxièmement, à plus long terme, cette question de ce triangle de Gonesse rejoint la question de Notre-Dame-des-Landes, rejoint la question du plateau de Saclay. C'est un problème de développement durable. Qu'est-ce que l'on veut à terme en matière d'espace, en matière de vie, et comme tu le dis, les grandes surfaces, il y en a largement assez, elles se cannibalisent les unes les autres, mais elles laissent derrière elles, quand elles meurent, des surfaces complètement perdues. Et bon, je pense que là, c'est encore un autre aspect, mais je ne suis pas un apôtre de la décroissance à tout craint, mais il faut quand même s'interroger sur pourquoi il faut pousser les gens à consommer plus, pourquoi il faut travailler le dimanche, pourquoi il faut faire des soldes tout le temps, pourquoi le moteur de notre économie française est appuyé sur la consommation et non pas sur d'autres ressorts. C'est pour revenir sur l'agriculture, en fait, parce que l'agriculture qu'on pratique, la conventionnelle, si j'ai bien compris, c'est ça qui cause plus d'érosion des sols, en fait, même si je crois que l'agriculture bio aussi cause de l'érosion des sols. En fait, je me demande toujours, en fait, quelle est la durabilité, parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur un sol épais, etc., mais combien de temps ça peut durer? Est-ce que, finalement, j'ai l'impression que cette question-là, elle n'est pas vraiment évoquée, pourtant, ça me semble important. Là encore, c'est des questions extrêmement intéressantes. Donc, en fait, si on regarde la question du contrôle de l'érosion, on va pouvoir ranger les modes d'occupation des sols de celui qui est le plus favorable à celui qui est le moins favorable. Le plus favorable, c'est la forêt. Donc là, vous avez de la forêt, pas d'érosion, c'est quasi sûr. Ensuite, on va trouver l'après. Après, on va trouver l'agriculture. Dans l'agriculture, on va trouver diverses formes d'agriculture qu'on est capable de ranger. Ce qui compte, c'est pas tant qu'elle soit bio ou pas bio. La question, c'est est-ce que vous avez de la plante au-dessus du sol? Ou en ce que nous, on appelle une couverture, qu'elle soit vivante ou morte. Parce que vous pouvez, si vous avez des sols nus, que vous soyez en agriculture conventionnelle ou en agriculture bio, c'est la même. Ce qui compte, c'est d'avoir une plante. Et après, tout au bout, qu'est-ce qu'on va trouver? Tout au bout, on va trouver le sol imperméabilisé. Parce que le sol imperméabilisé vous court-circuite complètement le rôle d'éponge du sol, de stock temporaire, et toute eau qui tombe sur une surface imperméabilisée est immédiatement dans votre rivière. Alors que sinon, on passe par un stock tampon, on va délivrer l'eau de manière beaucoup plus lente. Donc voilà, et je vais être obligé de faire la même réponse. L'agriculture conventionnelle, c'est peut-être pas la panacée, mais dans une agriculture conventionnelle, vous conservez les fonctions écologiques de votre sol. Qu'il s'agisse de contrôle de l'érosion, qu'il s'agisse de biodiversité. Alors, le niveau n'est pas idéal, mais on conserve la fonction. Quand vous êtes urbanisé, toutes les fonctions écologiques assurées par votre sol ont disparu, et la seule fonction qui reste, c'est la fonction de support de l'activité économique. Donc, je ne dis pas que la question ne se pose pas. À mon avis, c'est une question à double détente. Qu'est-ce que j'urbanise, qu'est-ce que j'urbanise pas, est-ce que j'ai besoin de l'urbanisation, ainsi de suite. On commence par décrire le volume qu'on urbanise et le volume qu'on n'urbanise pas. Et à l'intérieur de la partie qui est urbanisée, alors là, je joue sur les modalités d'utilisation de ces surfaces urbanisées. J'espère que j'ai répondu. J'ai juste pas d'échelle de temps. Après, j'aurais aimé avoir une échelle de temps. Après,
Michel Dattan. Ce qu'on peut dire, c'est que le plateau de Saclay, c'est pas un cas dramatique pour l'érosion. Vous en avez très peu sur le terrain, on n'en observe pas pratiquement. Voilà. Après, si on veut se donner un ordre de grandeur, on estime qu'en gros, on va fabriquer du sol 0,1 mm par an. Donc, ce qui nous fait 1 mètre tous les 10 000 ans. Et que ça, c'est globalement le même ordre de grandeur que l'érosion. Et la nature, elle fonctionne bon an, mal an, elle crée, elle détruit, voilà, à peu près de manière équilibrée. Aujourd'hui, les taux d'érosion en lien avec, accélérés par les pratiques agricoles, pour ajouter au moins un facteur 10 sur la vitesse. Donc on va perdre à échelle mondiale au moins 1 mm par an, voire 10 mm dans les pires situations. Donc voilà, ça, suivant comment on calcule, ça c'est moyenné à l'échelle de la planète. L'érosion anthropique, d'origine anthropique, c'est 10 à 100 fois plus rapide que la fabrication naturelle de sol. Mais à Saclay, on en a pas. Juste pour le plateau de Saclay, la difficulté est inverse, c'est que c'est tellement plat et c'est tellement peu percolant que quand il pleut beaucoup, on a des inondations dans les vallées et qu'on en aura de plus en plus, plus le sol sera minéralisé. C'est pas une inondation, justement, si on emporte ça. Là, c'est plat et ça emporte pas le sol quand même. Non, pas trop. Saclay, ce qui est vraiment intéressant à Saclay, c'est que justement, tout le développement de Saclay s'est fait dans une perspective de... On oublie complètement la fonction écologique assurée par le sol de stockage de l'eau. Et on la gère de manière ingénieure. Alors, comment ça se passe? Vous imperméabilisez votre plateau, donc votre sol ne joue plus le rôle d'éponge, on crée des tuyaux, on amène toute cette flotte en bas, et en bas, on construit à intervalles réguliers des énormes bassins de rétention. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que votre bassin de rétention, pour des raisons économiques, on va le dimensionner sur une pluie centenale. Pardon. On va le dimensionner sur une pluie décennale. Dans le meilleur des cas, si on a beaucoup d'argent, sur une pluie de taux de retour tous les 50 ans. Donc du coup, quand vous arrivez sur votre pluie centenale, vous allez déborder vos capacités. Quand vous rajoutez le changement climatique dans 30 ans, tout ce qu'on a construit, ça ne répondra pas à nos besoins. Et ça, voilà, justement, parce qu'au lieu de se dire qu'on va mettre en valeur la fonction écologique, laisser ma nature régler mon problème, enfin s'occuper d'une partie de mon problème et éventuellement gérer le résiduel, on a fait complètement l'inverse. On a squeezé la partie du sol, on s'est dit avec des méthodes d'ingénierie, on va régler tout le problème, sauf que non, parce que vous avez des limites économiques, parce que votre système évolue. Et en prime, il faut faire attention que les aménagements que vous allez faire ne s'opposent pas à la libre circulation de l'eau, des poissons et des sédiments, puisque c'est les nouvelles conditions de la loi sur l'eau. Tout bien compliqué. Tout cela rend très perplexe, n'est-ce pas? Oui. Mais je trouve votre attitude particulièrement intéressante de mon point de vue, c'est que vous n'êtes pas un ayatollah, vous ne dictez, enfin, vous ne montrez pas du doigt des choses, des méchants et d'autre part des excessivement vertueux, quoi. C'est... Voilà. Mais je ne veux pas... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses à faire. Oui, merci tout de même, parce que votre réserve m'inquiétait un peu. Bon, il faut un engagement, c'est clair. Il faut des engagements. Le problème, c'est la complexité de ces engagements et d'une pratique qui pourrait être perverse si elle est excessive. Oui, enfin, je pense qu'il faut aussi... quelle est la réalité? La première chose, c'est la réalité concrète sur le terrain et quelle forme d'agriculture on a. Donc il nous reste 12 agriculteurs, on dirait un peu le village gaulois
voilà, hein, qui restent là au milieu de l'Île-de-France, donc c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Vous avez une agriculture extrêmement diversifiée. Vous avez des céréaliers, c'est vrai, mais qui sont en agriculture biologique, qui transforment leur blé en farine, qui font du pain avec. Vous avez des cueillettes en agriculture biologique. Enfin, voilà, vous avez des agriculteurs qui ont aussi fait énormément de choses. Vous avez de l'élevage de volailles en bio. Enfin, je veux dire, voilà, avec de la vente directe, vous avez... Enfin, on n'est pas dans une forme d'agriculture, il ne faut pas voir l'agriculture comme quelque chose d'immobile, qui ne bouge pas. Oui, il y a des secteurs et des agriculteurs qui sont immobiles, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'évolutions qui se font. Et ça, c'est des réalités concrètes de terrain qui doivent nous encourager à avoir une vision différenciée. Donc ça, c'est la première chose, des choses se passent. La deuxième chose, c'est du pain, on en mange tous. Du blé, on en a tous besoin. Et là, vous êtes sur des magnifiques terres à céréales. Et le blé que vous ne produirez pas là, vous n'irez pas le produire en Normandie, dans les Alpes, ou à Clermont-Ferrand, dans le Massif central, parce que les terres ne s'y prêtent pas. Donc acceptons aussi que ce territoire fasse pousser du blé, y compris du blé pour nourrir des Normands, et les Normands, ils nous feront, parce que leur territoire et leur terroir est adapté à la production d'herbes, et qu'eux, nous continueront de nous envoyer nos camemberts. Donc, enfin, je veux dire, voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que il ne faut pas faire attention, enfin voilà, l'utilisation des pesticides, enfin voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais voilà, il faut qu'on ait un... Le monde est complexe, il faut avoir un raisonnement, une vision et un raisonnement complexe sur ce monde. Oui, on pourrait débattre sur la localisation des productions et sur la spécificité d'une part et les transports d'autre part, mais c'est un autre débat. Je voulais juste dire que Terricité donc, est aussi porteur d'un programme leader, donc un programme européen de développement de l'agriculture. Il y a 3 territoires en Île-de-France qui sont maintenant porteurs de ce type de projet, qui ne sont plus réservés aux territoires déshérités, je dirais. Et c'est très passionnant, les débats qu'il y a au sein du comité de programmation, dont j'ai l'honneur de faire partie, parce que les agriculteurs ne sont pas tous d'accord pour soutenir tel ou tel projet qui semble un peu, je dirais, écolo-barbu, ou qui semble au contraire beaucoup trop technique et pas adapté, ou etc. Enfin, c'est le lieu de vrais débats, de vraies discussions, voilà, et ça me semble être aussi la façon de faire vivre une démocratie locale. Mais il faut pouvoir s'impliquer dans ce type de projet. Oui. C'est juste pour comprendre, quand on imperméabilise le sol, après vous dites que le sol c'est foutu. Si on casse le béton, par exemple, est-ce que finalement le sol, on ne peut pas le régénérer? Combien de temps ça prend, etc. Je sais pas. Alors, plusieurs... vraiment des questions extrêmement pertinentes, je vous remercie. Alors, différentes stratégies. La première qui ne répond pas du tout à votre question, mais qui me semble quand même pertinente. On va même être aujourd'hui capable de dire, je vais le reconstruire. Je vais en construire un, je vais prendre des déchets de la ville, c'est de l'économie circulaire, et voilà, c'est super. Je recrée un sol. Alors, oui, on peut faire ça. On ne sait pas quantifier les fonctions que rend un sol naturel. On sait encore moins quantifier les fonctions que rend un sol artificiel qu'on aurait créé comme ça. Et puis moi, j'invite à réfléchir, alors même si je pense que c'est très bien de pouvoir le faire, hein, mais j'invite quand même à réfléchir à la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand vous commencez à créer un objet naturel, alors là, c'est le maître et possesseur de la nature. C'est l'homme maître et possesseur de la nature. Donc finalement, vous allez dire, je vais apporter une réponse écologique à un problème de maîtrise de la nature par davantage de maîtrise de la nature. Donc voilà, ça ne répond pas à votre question. Je dis juste jusqu'où on va aujourd'hui. Quand j'ai imperméabilisé mon sol, on va être capable de vous dire, c'est pas grave, quand j'ai besoin, je ne reconstruis rien. Donc moi je vous dis, attention, parce que là... Non, on enlève le support imperméable et on recrée ce qu'on fait pour planter des arbres d'aliments dans les rues ici. Hein. Donc c'est ce que nous on appelle l'ingénierie
pédologiques, donc c'est des choses qui existent déjà, qu'on sait faire. Donc voilà, moi simplement je voulais attirer votre attention sur ce raisonnement en fait, qui pour moi est un cercle un peu vicieux. Alors ensuite, imaginons que j'ai imperméabilisé et puis j'abandonne mon territoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, plusieurs choses. Souvent, on n'a pas fait qu'imperméabiliser. On a imperméabilisé, contaminé. On a apporté des matériaux extérieurs. Donc voilà, votre point de départ, c'est plus le même. Évidemment, notre planète, elle a connu plein d'épisodes géologiques divers et variés sur ces 4 ou 5 milliards d'années de vie. Donc ces phénomènes de je détruis un sol et je remets un matériau et j'en recrée un, oui, ça va redémarrer. Comme je dis, 0,1 mm par an, 10 000 ans pour faire 1 mètre. Et voilà. Et vous, c'est 1 mètre, c'est ce que vous avez besoin au minimum pour pouvoir faire de l'agriculture sans irrigation. Donc l'irrigation, un des moyens d'intensification de l'agriculture. Donc vous voyez là encore une fois dans quelle logique on s'installe. Donc oui, on obtiendra quelque chose. Si vous aidez plus vite, si on laisse faire à la nature toute seule, il vous faut au moins, je dirais, de l'ordre d'une dizaine à 15 ans pour obtenir une végétation à peu près correcte, un taux d'humus à peu près correct, donc en gros refabriquer la partie superficielle. Mais pour regagner, structurer dans la profondeur, regagner une profondeur d'enracinement suffisante, et ainsi de suite, là on est sur des échelles de temps beaucoup plus longues. La structure se perd en fait, une fois qu'on a mis le truc, à l'intérieur ça... Ah bah complètement, ouais. En fait, un sol, c'est un milieu vivant. Vous avez des animaux, beaucoup des propriétés de votre sol vont être liées à l'activité biologique. Quand vous ne faites plus d'apport de matière organique, que vous avez mis du béton par-dessus, vous n'avez plus de vie dedans, donc déjà il faut en récupérer. D'où est-ce qu'elle vient? Si on détruit cet immeuble-là, vos vers de terre, ils vont arriver d'où? Elle est où la source? Si la source elle est à 50 km, ils vont faire comment pour arriver jusqu'ici? Vous voyez, toutes ces questions de recolonisation, c'est compliqué, et puis ça peut être plus ou moins rapide en fonction de... À l'appui de, pardonnez-moi, mais juste à l'appui de ce que vient de dire David, c'est une vraie difficulté dans les services techniques d'une collectivité où les gens qui font de la voirie, ils ont appris à mettre du goudron, poser des tuyaux, tirer des câbles, s'occuper de mettre des bordures de trottoir, des panneaux de signalisation. Alors de temps en temps, il faut faire ce qu'on appelle des accompagnements voirie, donc une petite banquette avec un peu d'herbe et des fleurs ou un arbre, je sais pas. Mais si c'est pas pris, et c'est pas facile d'y arriver, parce qu'on a un service espace vert, mais c'est pas lui qui gère les accompagnements de voirie. Et il arrive que les accompagnements de voirie soient gérés par des gens qui pensent que planter un arbre, c'est comme planter un poteau indicateur. Et s'il pousse pas, on en replantera un autre. On a une garantie. Bonjour le résultat. On parle de technosols. Comment les situer par rapport à votre explication de reconstitution difficile de sol? Alors, dans les sols qui sont non naturels, on a l'habitude enfin, non naturels, excusez-moi, on efface, on recommence. On a deux grandes catégories de sols qui sont très fortement perturbés par les interventions humaines. La première catégorie, c'est ce qu'en France on appelle des anthroposols. Votre sol, ses constituants restent d'origine naturelle. Et vous avez perturbé l'organisation, rajouté des constituants qui sont pas, qui viennent d'ailleurs, enfin voilà. Mais les constituants restent majoritairement naturels. Ça, c'est ce qu'on appelle des anthroposols. Et puis après, on a la catégorie que vous citez là, des technosols. Et là, la différence, c'est que les constituants de mon sol ne sont plus des constituants naturels. Donc ça peut être, je ne sais pas, de la brique concassée, enfin voilà, souvent des déchets. Alors des déchets, pas forcément des poubelles, ça peut être des déchets industriels aussi. Donc voilà. Ça permet de produire quoi par rapport au sol, aux anthroposols? Alors l'avantage d'un technosol, c'est que vous faites ce que vous voulez avec. Donc là, nous, on est capable de dire... des technosols, vous en connaissez tous. Ce qu'on a dans nos pots de fleurs sont des technosols.
Et donc vous voyez que ça peut être très productif, voire plus productif qu'un sol naturel. Une question qu'on va vous poser, vous avez montré, ce qui est très, très intéressant, qu'avec une baisse de 25%, une minéralisation qui affectait 25%, on peut avoir une hypothèse catastrophique à 32% et une hypothèse positive à 19%. Ça reste quand même considérable, c'est-à-dire que si on minéralise, on baisse quand même en faisant au mieux par rapport au travail que vous avez, très intéressant que vous avez pu présenter, ça reste quand même 19% de perte de biomasse, de capacité. Donc est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'à terme, c'est la croissance de la ville qu'il faut interrompre? Parce que, on revient à la première séance, même au mieux de ce que vous montrez, c'est-à-dire tous ces travaux très, très élaborés que vous avez pu montrer, en sélectionnant au mieux, avec 25% moins de sols cultivables et qui deviennent minéralisés, on va quand même perdre 19%. Donc c'est quand même assez important. Donc c'est-à-dire que la croissance minérale de la ville a quand même cet effet inévitable, même en faisant au mieux. J'espère que c'est ce qu'on va faire et qu'on va tenir compte de vos travaux. Mais est-ce que c'est pas, donc finalement, en dernière instance, est-ce que l'humanité peut supporter, ça revient à la première séance, la mégapolisation actuelle? Là, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je ferais simplement une analogie avec le projet Négawatt, qui dit que les premières économies d'énergie, c'est celles qu'on ne consomme pas, et que c'est pas en changeant mon ampoule que je vais révolutionner le monde. Mais par contre, c'est effectivement en économisant l'énergie, en ne la dépensant pas. Donc voilà, là c'est clair, pour le sol, c'est exactement la même chose. Si on n'urbanise pas, vous préservez tout. À partir du moment où vous urbanisez, vous avez nécessairement de la perte. Après, ce qui est important pour moi et pourquoi j'ai cette approche-là, c'est de se dire, encore une fois, même d'un point de vue social et politique, quel est mon point de départ? Où est-ce qu'on en est du rapport de force? Et aujourd'hui, il me semble plus atteignable à court terme d'arriver à intégrer une prise en compte de la qualité, c'est-à-dire à limiter les dégâts, avant de pouvoir avoir une position plus offensive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de la pure stratégie. L'objectif étant évidemment d'éviter à réduire la consommation. Mais si déjà on peut arriver à prendre en compte la qualité, ce sera une petite victoire, non suffisante, mais une petite victoire qui peut-être amorcera les suivants. Oui, et dans le même ordre d'idée, éviter d'abord, malheureusement, les gens qui sont payés pour décider, pour construire, pour dessiner des plans, etc., ils veulent agir. Il y a chez l'homme l'esprit d'agir sur la nature ou se prendre pour le bon Dieu et vouloir faire la nature. Résister à la tentation d'agir, c'est très difficile pour un élu, pour un ingénieur, pour un financier. C'est bien ça qu'il faut voir aussi, psychologiquement c'est compliqué. Et pourtant, cette idée-là, elle est aussi vieille qu'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Primum de serrer. Alors, juste un petit exemple, deux petits exemples dans notre pays chez nous. On a un demi-terrain de foot en plastique qui est au milieu de zone pavillonnaire. D'ailleurs, l'autre moitié a été construite il y a 15-20 ans. On se dit, sur ce demi-terrain de foot qui appartient à la commune, on pourrait faire 4 petits collectifs ou 3 petits collectifs, 40 logements, 40% de logements sociaux, etc. Évidemment, les voisins, surtout ceux qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps, sont furieux. Et ils nous disent, mais vous avez à 200 mètres de là des jardins familiaux, qui sont d'ailleurs sur un vrai sol, et qui vont très très bien, on pourrait les déplacer. Déplacer donc les jardins familiaux à la place du terrain plastique, mais c'est pas bête. C'est pas bête, c'est tout à fait faisable. C'est une petite perturbation agronomique pendant quelques temps, mais c'est tout à fait envisageable. Financièrement, ça peut s'étudier. Mais ça nous donnait quand même un peu des boutons, d'abord parce qu'on n'avait pas envie d'enquiquiner les gens des jardins familiaux, même si des contacts pris laissaient entendre que peut-être
fait, c'était négociable, mais surtout, on s'est appuyé sur autre chose, c'est que ces jardins familiaux, ils occupent un terrain qui est en bord de voie rapide, à côté d'une déchetterie, et que tout le monde est très content d'être là, mais que si on fait des logements à côté de la voie rapide et de la déchetterie, ah, mais c'est pas grave, c'est des logements sociaux, va-t-on dit. Voilà. Donc vous voyez, les termes du débat, il faut tout écouter. Le plateau de Saclay accueille des grandes écoles et des organismes de recherche à haute valeur scientifique. Est-ce qu'il vous semble que ces organismes et ces écoles sont pénétrés de tout ce que vous venez démontrer scientifiquement et donc qu'elles sont implantées sur le plateau de Saclay avec une réelle prise en compte de l'environnement et des sols, ou bien est-ce qu'elles développent leur propre logique indépendamment de soucis de cette nature-là? Alors, tous ces établissements, quand ils sont publics, sont soumis aux règles de la commande publique, c'est-à-dire des marchés publics, et que donc pour leurs études et pour leurs travaux, ils vont faire appel à ce qu'on appelle les biodisants, ça ne veut pas forcément dire les moins chers, mais selon les procédures habituelles des marchés publics. Et donc les procédures habituelles des marchés publics vont concourir les fournisseurs habituels de bâtiments, de voiries et de travaux publics. Et donc on peut rajouter des critères environnementaux si on veut, mais pour l'instant c'est pas tout à fait décoiffant, ce qui est proposé. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un des enjeux de l'association Interrécité, justement, de favoriser le lien avec ces personnes, de les ouvrir sur ce qu'il y a au-delà de l'engrenage de la campagne qui les environne, et de voir comment des contacts peuvent être pris, et notamment, je n'ai pas le temps de le dire, mais notamment à travers des travaux de recherche, et pas simplement agronomiques, climatologiques, donc ça touche tous les labos de physique ou autres, d'aérologie, qui mettent des travaux concrets, pratiques, même on peut dire de sciences citoyennes, en lien avec les habitants du plateau et principalement avec les agriculteurs, et en valorisant cette connaissance et cette expertise de terrain dont parlait David tout à l'heure. Très bonne question, encore une fois. J'y répondrai par deux angles. En tout cas, plutôt pour la partie service public, qui est évidemment celle que je connais le mieux, en disant que de toute façon, je vous rassure, on entend ça beaucoup à la télé en ce moment, je sais pas, j'imagine que vous l'avez entendu aussi, à mon avis, tout le monde s'en fout. La décision, elle est prise beaucoup d'étages au-dessus de moi, et ce que je peux penser, et ce que je peux dire, on n'en a pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a c'est le vieil adage, pour tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc vous arrivez, vous êtes dans des institutions publiques comme la mienne, où il n'y a eu aucun investissement depuis des dizaines d'années. On est censé, moi, AgroParisTech, être l'école d'ingénieurs leader en formation sur l'environnement à échelle française, européenne, et être dans les meilleures mondiales. Vous arrivez à notre site historique à Paris-Claude Bernard, vous avez la peinture qui tombe des murs. Donc voilà. Oui, donc vous voyez que ça n'a pas changé. Et là, peut-être. Et là, voilà, on vous dit, soit vous restez là, soit on construit un nouveau bâtiment là-bas à Saclay. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à emporter l'adhésion, alors même qu'évidemment, beaucoup de gens sont sur la position exprimée tout à l'heure. À l'heure du numérique, quand moi je vais travailler, la moitié des gens avec qui je travaille ne sont même pas français. Qu'est-ce qu'on va m'expliquer qu'il faut que je travaille, que je vais aller là-bas parce que les gens, je les aurai à côté et que c'est comme ça que moi je travaille. C'est du point intégral. Mais je pensais aussi à, en ce moment, il y a un mouvement de jeunes, et notamment de jeunes très bien formés dans les écoles, qui se mobilisent pour l'environnement, pour faire pression sur les décideurs politiques. Et à Saclay, il y a des grandes écoles. Est-ce que vous avez connaissance du mouvement
au sein des étudiants, mais aussi j'imagine, au sein des professeurs, enfin, qui ferait avancer cette prise en compte des données écologiques. Encore une fois, enfin, là je ne peux pas répondre vraiment pour tout le monde, hein. Moi je peux répondre que pour ce que je connais mieux. Effectivement, c'est une première de voir les jeunes se mobiliser comme ils sont en train de se mobiliser, et disons d'essayer de faire pression, excusez-moi du mot, mais sur les pouvoirs économiques, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Aujourd'hui, on a parlé du réchauffement, enfin, on a pendant longtemps parlé du réchauffement climatique comme si c'était une catastrophe naturelle qui s'abattait sur nous sans qu'on désigne des responsables et des coupables et qu'on essaye de s'attaquer à ça. Aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est que depuis longtemps, il y a des gens qui se mobilisent. Hein. Je pense que beaucoup de gens dans la salle ici font preuve de ce type de mobilisation. Peut-être qu'une des différences de ce qu'ont fait les jeunes, c'est là, eux-mêmes, de s'adresser à leurs futurs employeurs en leur mettant la pression, en leur disant « si vous ne faites pas quelque chose, vous avez besoin de moi, mais moi, je ne viendrai pas travailler pour vous. » Donc d'essayer d'instaurer un rapport de force un peu inédit. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ce rapport de force va donner? Je ne suis franchement pas devin. Après, encore une fois, pour Saclay, nous, on avait fait des enquêtes et c'était très clair. Hein, 80% des personnels et étudiants étaient contre le projet. Et le reste, c'est des gens qui n'ont pas voté, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas des gens qui étaient d'accord. Et on y va quand même. Et alors, je ne veux pas faire de publicité, hein, mais voilà, je sais que la CGT avait fait des enquêtes multi-organismes publics et on était systématiquement dans des décisions comme ça. Enfin, il faut voir qu'aujourd'hui, à une époque, on était dans une institution publique, on avait une prise sur la vie d'établissement, sur la décision, vous pouviez influencer le fonctionnement de votre institution. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Les décisions, elles se prennent plus du tout à l'échelle de l'individu, et que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas le problème. Ouais. Commentaire, alors, faites partager votre commentaire. Il y a une bonne quinzaine d'années, à l'Institut Pasteur, les chercheurs se sont révoltés contre leur déménagement en dessus et ont destitué le directeur sans rester dans le casier. Bravo. Je crois qu'il faut applaudir nos intervenants. Et avec beaucoup de gentillesse et de réciprocité, vous avez été amené à souligner l'intérêt des questions qui vous étaient posées. Donc voilà, une